Salut Sébastien, enchanté. Bienvenue sur Tech 45. Bah, enchanté, on a échangé récemment, mais voilà, on va quand même faire connaissance, plus ample connaissance aujourd'hui, surtout toi avec l'audience, la communauté Tech 45 qui va être ravie, bah oui, de savoir qui tu es, comment tu adresses ce marché et voilà, revenir sur tes dernières actus qui sont très chaudes. On va le voir dans un instant. Tu es le cofondateur de Prélude. Vous êtes combien? Ouais, on est 48 en ce moment. On Ouf, ah continue de oui, non, non, mais je veux dire grossir. de fondateur. Ah, on est deux, oui. Deux, ok, ok, ok. Et donc, tu as lancé ça après ton aventure Zenly, racheté par Snap. Alors, chez Zenly, hein, voilà, tu as connu un scale énorme, de 1 million à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs actifs mensuels. Et à l'époque, donc, tu découvres un problème massif. Donc, la vérification de nos numéros de tel, hein, qui coûte cher, très cher. Ça attire la fraude, ça devient critique pour les apps grand public. Et donc, avec Prélude, ta nouvelle startup, tu vas justement construire cette infrastructure d'onboarding, donc de welcome, bienvenue des utilisateurs, puis de confiance, donc pour, outre la vérification du numéro, bloquer des éventuels bots, enfin je dis éventuels, mais il y en a beaucoup maintenant, réduire le SMS bumping, j'allais dire le fameux, mais j'ai appris ce que c'était grâce à toi, donc tu vas nous définir cela aujourd'hui, améliorer évidemment aussi la conversion quand l'utilisateur, le prospect est un peu dans la nature, et puis demain, pourquoi pas, identifier les vrais humains dans un monde rempli d'agents IA. Tu annonces cette semaine donc 20 millions de dollars en série A, donc voilà, l'IA est encore booming, et tu en es la preuve vivante, notamment avec 20VC, le fonds d'Harry Savings qui nous connecte pour faire cet épisode. Donc on salue la team au 20VC, Julien notamment et tous les autres. Et donc merci à eux. Hein. C'est grâce à effectivement à 20VC qu'on fait ce Tech 45. On est dans les ponts là de mai. Alors mai, on adore, on est fan notamment en France. Ou on déteste peut-être comme des entrepreneurs ou même comme moi, hein, je l'avoue, parce que c'est vrai que c'est un mois à trous, c'est très compliqué de bosser, il y a une espèce de chute de productivité où on essaie de faire rentrer en 2, 3 jours ce qu'on fait normalement sur une semaine. Et toi, du coup, bah, tu es de passage en Normandie chez tes parents, limite dans ta piole d'enfance, peut-être, je sais pas. Non, non, pas tout à fait. Non? Avec toute la famille, on se retrouve de temps en temps. Donc pour moi, c'est de plus en plus rare. Mais j'aime bien profiter de certains moments pour revenir. On est complètement à Paris, nous, en tant qu'équipe. On pense que c'est la manière de construire des produits qui nous permet d'aller là plus rapidement. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui fonctionnent de manière différente. Nous, c'est la façon qui fonctionne pour nous. Donc, ils sont rares les moments pour en profiter. Et voilà, le 14 mai, ça donne ce genre d'opportunité. Oui. Bon, 15 mai d'ailleurs, on enregistre un 15 mai, ça y est, ça va Ouais, trop mais vite. bon, 14 mai, c'est là où il y a le pont, quoi. Du coup, Oui, je c'est plaisante, je possible. plaisante. Bon, chez Zenly, tu faisais quoi? Mais même avant Zenly, raconte-nous ton parcours, là, c'est un peu le passage obligé. On veut savoir d'où vous parlez, ce que vous faisiez avant cette success story. Donc raconte-nous, là, tu remontes où tu veux. Même si t'es pas Ok. bien vieux, donc t'as pas besoin de remonter à Mathusalem, mais... Non, bah, du coup, moi, je viens du 95, donc je viens pas de Paris même. J'ai grandi, j'ai grandi dans le 95. J'ai fait école primaire, bac C'est quoi le généraliste. 95, le Rincy, tout ça, ou non, pas du tout? Bah, c'est Enghien, Argenteuil, Sannois, Anguin, bien ça va être dans sûr, ce ouais, le coin-là. Ouais, casino et ouais, tout. c'est ça. Ouais, ouais, magnifique, ok, ok. Ouais, tout à fait. T'étais dans le Euh, 95 chic ou le plutôt en Entre mode les deux, 93 là? entre les Ok, ok, deux. entre les deux, d'accord. Euh, C'est au-dessus du 93, hein, pour ceux qui sont pas à Paris ou en France, désolé. Voilà. Oui, oui, c'est vrai que pour ceux qui sont pas à Paris, c'est peut-être Paris, mais bon, il y a une énorme différence. À 18 ans, je suis arrivé à Paris à l'occasion de mes études d'informatique. Jusqu'à présent, j'étais passé entre les gouttes de mon bac généraliste, mais pas sans grand intérêt, et j'ai toujours été passionné par l'informatique. À 18 ans, je suis rentré à Epitech. Comme beaucoup, j'ai adoré euh, l'émulation qu'il y avait dans cette école avec les piscines qui sont maintenant célèbres. Et j'ai noué des super amitiés qui sont maintenant, dans certains cas, maintenant mes pairs à Prélude. Donc j'ai On fait en parle beaucoup un peu moins d'Epitech parce que voilà, 42 a un peu volé la vedette en termes d'image, mais ça reste, j'imagine, la meilleure école, non? C'est pas toi qui vas me dire le contraire. bon, je suis pas pour cette petite guéguerre. Moi, je pense que le plus de parcours différents qui ont l'opportunité d'arriver
à faire ce qu'ils veulent, le mieux. Nous, dans notre équipe, on n'est pas qu'une équipe d'ingénieurs d'Epitech. Je pense que c'est mieux d'avoir de la diversité. Donc, on a des gens qui ont fait l'université, des gens qui ont fait Epitech, des gens qui ont fait 42, on n'a pas. On recherche, hein. D'ailleurs, on recrute des ingénieurs, mais on n'a pas. Donc, du coup, voilà, après Donc tu sors, t'as quel 42, âge? T'as 21, 22 ans? ouais, c'est ça. Ouais. Mon stage de fin d'études, je l'ai fait à Microsoft. Avant ça, j'avais fait des stages dans des petites startups. Ok. Après Microsoft, j'ai eu l'occasion de partir pour aller en Irlande dans leur centre de recherche pour travailler sur Kubernetes. C'est une opportunité que je refuse pour rejoindre AWS en définitive. J'y reste un peu de temps, mais j'avais des problèmes avec ces AWS structures-là. à Seattle ou ça? Donc je rejoins à Paris et après j'ai l'occasion de rejoindre les équipes lambda à Seattle, mais que j'ai fini pas par ne pas prendre parce que à ce moment-là c'était difficile pour moi de quitter Paris. Ok. Et aussi j'avais un problème avec des très grandes structures, avec ce système de leveling. À ce moment-là, je pense pas que j'avais la maturité et ni Raconte, l'envie ça marche de. comment ça? Or, bah, en fait, tu arrives avec un certain niveau, donc je suis plus à Microsoft, tu commences au niveau 50 ou 60, je sais plus, et puis après tu peux monter quelques T'as les échelons. échelons, quoi. Ouais, T'as et un puis parcours à ce tracer, que quoi. je trouvais Ouais. bizarre, c'était le fait que c'était pas ton manager qui décidait de ton chemin de carrière, qu'il avait qu'une influence partielle, etc. En fait, en définitive, si le business va bien, que tu es dans la bonne BU en bon moment, tu peux grossir. Et puis si tu tombes mal et qu'il n'y a pas beaucoup de leverage à aller chercher, c'est beaucoup plus dur d'évoluer, même d'explorer des choses intéressantes. Par contre, j'ai beaucoup appris et je remercie énormément les personnes avec qui j'ai bossé là-bas. C'est juste la structure qui n'allait pas à ce moment-là. Donc tu restes combien Euh, de temps chez Amazon là? non, en fait, j'ai fait du job hopping. Après mon stage de fin d'études, je suis resté 1 an à Amazon et éventuellement, Ok. je suis arrivé à Zenly. Zenly, c'est là où je suis resté la majorité de mon temps dans ma carrière avant de commencer Prélude. Je suis resté un peu plus de 3 ans là-bas. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Le truc, dans les premiers mois, le truc qui m'a vraiment, qui m'a vraiment embarqué, c'était l'intensité. Donc, c'est-à-dire Ok. que moi, j'adore l'informatique, y passer beaucoup de temps et associer des problèmes pour y résoudre. Euh, et ça a été un super terrain de jeu, en fait, avec des gens qui étaient brillants, euh, dans mes pairs, et qui poussaient très très loin les différents projets techniques. Et je pense que c'est en partie ce qui a donné le succès de Zenly. Alors évidemment, il y avait le product, etc. Et l'idée initiale, qui était super géniale, en fait, qui était du partage de localisation euh, pour des amis proches. C'était unique à ce moment-là, mais je pense aussi que ce qui a différencié le produit d'un autre, c'est vraiment la qualité de l'équipe d'engineering, en fait. Donc voilà, je me suis éclaté là-bas. Et je me rappelle quand j'ai été embauché, on m'avait dit: Ah oui, tu vas travailler sur un sujet qui est la vérification de numéro de téléphone, tout simplement le code à 6 chiffres qu'on reçoit quand on arrive sur l'application. Et moi, quand j'ai vu ce problème, je me suis dit: Bon, bah ça va me prendre 1 ou 2 mois et ce sera terminé. Et en fait, il s'avère que j'ai passé une très très bonne partie des 3 ans que j'ai travaillé là-bas sur ce sujet spécifiquement. Donc, du Ah, il coup, faut qu'on refasse le contexte, hein. Donc Zenly, tu l'as bien dit, application de géolocalisation. On géolocalise ses potes, ses étudiants autour j'en sais rien, du lycée, du campus, d'un event, j'en sais rien, d'un super festival d'été, etc. Bon, ça, c'est créé et est arrêté maintenant, c'est à 15 ans, ouais. 2011. Et ça fait un énorme buzz puisque 4-5 ans après, en 2017, ils sont rachetés par Snap. Donc, les fondateurs vont rester un peu, mais pas trop. Donc, c'est, rappelle-moi, Antoine et Alexis, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, Antoine Bonillo et Alexis Martin, Antoine qui. Martin, Alexis Bonneau, Antoine ouais. Martin, pardon, et Ouais. Alexis Bonillo, c'est pour voir si tu suivais. Et donc, en gros, voilà, le rachat a lieu en 2017. Toi, tu vas arriver quand? En 2020, 22? J'arrive dans l'équipe, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, ils sont déjà bien intégrés là à Snap, Pas tout à fait. mais En fait, c'était quand non, même pas encore. Ils avaient leur indépendance. ouais, ça a toujours, jusqu'à là-bas, jusqu'à quasiment toute la fin, ça Ouais. s'est comporté comme une équipe indépendante. Ok. Du coup, la latitude niveau produit, euh, enfin, les différents choix stratégiques de l'entreprise étaient toujours pris en interne à Paris, en fait. C'était pas dépendant. Et je pense que ça a été une bonne stratégie, puisque en fait,
c'était un produit très différent et je pense qu'ils voulaient laisser, complètement la main à Antoine et au reste de l'équipe de construire le produit comme Quand ils vendent, enfin quand Snap rachète, il y a 1 ou 2 millions d'users, c'est ça, je crois? je me rappelle plus des stats exactes, Pas mais beaucoup. Il n'y en a pas ouais. beaucoup en tout cas. C'est en forte croissance, il n'y en a pas beaucoup. Quand toi tu y es, ça va exploser en fait. Ouais, bah, derniers chiffres que j'avais, ouais, c'était 40 millions. Donc, il y a eu une énorme croissance, effectivement, en termes d'utilisateurs, au sein de Zenly, ouais. Et Alors, c'est marrant pourtant, parce que en ouais, France, dis-moi. on était tous basés à Paris. Mm. C'était pas où il y avait la plus grande base d'utilisateurs, mais ça a vraiment eu un succès international super important, quoi. Ouais, ça fait penser un peu Waze, Waze racheté par Google, mais qui a gardé pendant longtemps son ADN israélien avec la plupart des devs qui étaient restés à Tel Aviv ou je sais plus où quoi. C'est un peu l'idée. Ouais, complètement. Bah, là, en Ouais. l'occurrence, l'équipe Zenly était complètement on-site à Paris. Mm. Et il y a aussi les meilleurs talents du monde entier qui venaient à Paris pour l'occasion, quoi. Donc il y avait certains Américains qui faisaient le déplacement, enfin des gens de partout dans le monde, quoi. En fait, c'était vraiment génial et c'est quelque chose que j'ai voulu aussi reproduire à Produit assez vite, c'est Ouais. de ne pas faire une boîte franco-française uniquement, quoi. C'est vraiment d'avoir des personnes qui viennent de partout, plusieurs langages qui se parlent au sein du bureau et que le langage principal soit l'anglais pour pouvoir inclure tout le monde, en fait. Pourtant, enfin pour autant, ils vont fermer la boîte. Quoi, en 2022, 2023, ça? Oui, c'est ça, ouais, en 2022. Pourquoi? Comment t'expliques ça? Bah, c'était une décision économique. En fait, le stock de Snap s'est effondré parce qu'il y avait des difficultés sur les revenus ou sur les ads. Et puis c'était aussi un changement d'air. euh, Ouais, comme sur, tout réseau social, effectivement, l'essentiel des revenus, c'est de la pub, hein, Ouais, comme et Facebook, puis tout etc., le quoi. monde en a pris un coup, même Facebook à Ouais. ce moment-là Bien sûr. a Ouais, plus ou moins ouais. un haut niveau de gravité, et donc ils ont décidé de se concentrer sur le core business et de cutter toutes les expenses, quelles qu'elles soient. Donc du coup, Tu toutes dis les on est acquisitions quoi? qu'ils On est avaient en faites. octobre 22, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, ouais. OK. Bon, tu sais qu'à l'époque, le stock, il était à 33. Tu sais à combien il est aujourd'hui? 8, un truc comme ça. 5. Ah ouais. Ça va pas mieux. Ça s'est pas amélioré. Écoute, ouais, je sais pas, la boîte vaut même plus 10 milliards, quoi. Donc, ça pourrait faire une petite licorne française. Bon, écoute, hein, il y aura peut-être d'autres, peut-être qu'ils vont repartir. Alors, à l'époque, c'était un peu un séisme, parce qu'effectivement, on était très content de l'exit, etc. Et puis on a dit, ah, c'est terrible, ils ferment, t'imagines tous ces gens sur le carreau. Vous étiez combien? Je sais pas, 100, 200 encore à Paris? Non, non, on était une petite équipe en fait. Ça qui était impressionnant, c'était qu'on était, allez, un peu plus d'une cinquantaine peut-être, Ah, avec d'accord, une toute ok. petite équipe, donc majoritairement produit et engineering, et avec une Ok. toute petite équipe, on avait sur le social. Donc si tu vois en head count par daily active user, le Ah, c'est ratio énorme. c'était un des meilleurs de l'industrie, quoi. Ouais. Bon, et voilà, et certains ont des larmes de crocodile, et puis voilà, d'autres ont dit, bah attendez, vous rigolez ou quoi, les mecs et les filles de Zenly, ils vont rebondir, mais easy, quoi. Et on va se les arracher. Et t'en es un bon exemple. J'imagine que tout le monde a retrouvé assez facilement. Alors toi, tu dis Et petite équipe. Oui, ça, tu me l'avais dit. Excuse-moi, j'ai pas noté. Mais en fait, toi, ouais, 2, 3 ans après, t'as refondé une boîte. Enfin, t'as recréé une boîte qui fait encore 50 people. Donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi, hein. oui, bah, en fait, il y a plein d'équipes de Zenly qui ont refait des entreprises derrière. Donc il y a Steve Morin qui a cofondé ZML, Antoine Martin qui a construit Amo. Nous aussi, on a construit Prélude avec du coup Quentin, mon associé. Euh, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont emmenés là où on est aujourd'hui, mais cet ADN initial, je pense qu'il nous a mis dans la bonne direction. On a pu voir en fait des problèmes qu'on peut voir qu'à un certain scale, et ça a parlé à beaucoup d'entreprises en fait. Une des premières boîtes avec qui bah, c'était un cold email à qui j'ai envoyé, c'était Alexis, le cofondateur de Biril. Et je lui ai expliqué le problème qu'on avait en fait. Et eux, ils étaient dans une phase d'hypercroissance. Ils faisaient de la vérification de numéro de téléphone. Et donc, leur parler des trois gros problèmes qui nous touchaient, ça m'a paru évident. Et à l'issue en fait de ce mail que je leur ai envoyé, euh, et ben, on a eu une première rencontre d'une demi-heure. euh, et donc du coup, d'abord, il m'a proposé d'intégrer l'équipe. J'étais super content.
je pensais que résoudre le problème au sein de plusieurs entreprises, enfin pour plusieurs entreprises, ça nous donnerait une échelle et on va dire un network effect qui allait être super puissant dans l'avenir. Et ouais, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai eu la conviction de construire cette boîte. Ouais. Alexis Baria, c'est un autre Alexis hein, qui a allé fonder effectivement Biril. Bah, c'est les anciens de 42 d'ailleurs, je crois, Oui, ouais. Avec Kevin Perrault. Bon, on va arrêter le name dropping, hyper intéressant quand même, parce que justement, c'est chez Snap que tu vas découvrir, on le disait, que le SMS est un poste de coût, un poste important. C'est même, je crois d'ailleurs, oui, l'un des premiers postes de coût dans une boîte comme ça. Oui, donc en fait, Zenly et Snap avaient ce prérequis pour tous les utilisateurs qui s'enregistrent de vérifier le numéro de téléphone. Donc il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises vérifient le numéro de téléphone. En l'occurrence, pour Zenly Prénom, et nom, et tu files ton numéro, et dans la foulée, boum boum, le fameux SMS avec le voilà, code 4, 6 chiffres, enfin généralement 6 chiffres, tu disais, ouais, pour valider que c'est bien moi, quoi. c'est ça. Et l'étape juste après, en fait, c'est recommandation d'amis pour être sûr que bah, l'utilisateur il soit sticky, en fait. Et c'est la raison qui en fait pousse beaucoup de ces entreprises, ces réseaux sociaux à faire de la vérification de numéro de téléphone, c'est pour avoir accès au carnet d'adresse et faire du matching d'amis essentiellement. Après, il y a la partie sécurité, prévention de bots pour lequel la vérification de numéro de téléphone c'est super important, mais c'était cette partie-là qui était intéressante pour nous. Donc en termes de coûts, c'était super important. En fait, ça faisait longtemps qu'on aurait pu switcher à connexion avec Google ou Apple si c'était qu'une question de coût. Ouais, parce que qu'est-ce qui coûte cher, Mathias, explique-nous, parce qu'envoyer un SMS, ça vaut plus rien aujourd'hui, enfin, même depuis, ça fait 15 ans que ça coûte plus rien, donc c'est quoi c'est pas que du SMS, quoi. Bah, en fait, si, c'est-à-dire que pour en peer-to-peer, si moi je t'envoie un message, ça me coûte rien, c'est inclus dans mon forfait. Mais les entreprises, quand elles envoient des messages, elles doivent payer les opérateurs, en fait. Ok. Et donc, du coup, il y a Ah oui, ils se euh, gavent là-dessus, eux, ils vont vous facturer 1 euro, 2 euros, en mode, ça coûte très très cher, quoi. Alors que ça vaut peut-être rien pas pour 1 eux. euro, 2 euros, en général c'est Ouais. des centimes ou des dizaines de centimes, mais Ok. c'était le deuxième cost center au sein de Snap, après les salaires, Wow. avant les GPU, avant en fait, les filtres qui sont appliqués, les clusters pour les advertising. euh, et, Parce qu'il y a une et volumétrie incroyable, en fait, quoi. Il y a des millions de ouais, gens tout le temps. quand bah, on pense à Zenly à 40 millions de users, Snap, c'est je sais plus qu'est-ce qu'ils ont atteint, mais je crois que c'est 500 millions de daily active users, quelque chose comme ça maintenant. Donc c'est le coût augmente énormément. Par contre, la valeur est énorme, puisqu'en fait, un utilisateur qui peut avoir des amis 5 secondes après son inscription, ça a une énorme valeur en fait pour la rétention d'utilisateurs dans l'app. Donc du coup, évidemment, il y a un payback dessus par après. Mais on avait trois gros problèmes, nous. C'était essentiellement la- 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 s'assurer qu'en fait tous ces utilisateurs, quels qu'ils soient dans le monde, allaient bien recevoir le message en fait pour le valider, puisqu'en fait c'est quand même un gatekeeper quoi qu'on met. Si tu reçois le message, tant mieux, tu peux valider qui tu es. Si tu ne le reçois pas, bah du coup tu es bloqué à l'entrée de l'app. Le deuxième point c'était la prévention de la fraude. En fait, il y a allez, des milliers d'opérateurs sur Terre, et donc c'est super distribué. Personne ne peut avoir un instant T tous les partenariats avec tous les opérateurs du monde, c'est juste pas possible. Euh, Même les gros dans le marché n'y arrivent pas, et des fois il y a aussi des exclusivités qui sont faites, donc des deals qui sont faites entre les opérateurs et les agrégateurs pour distribuer des messages. Et donc cette chaîne distribuée, elle, de livraison de messages essentiellement, elle crée une opportunité pour des attaqueurs d'aller augmenter artificiellement la demande pour recevoir en fait un niveau de marge plus élevé, puisque plus de messages vont circuler dans le réseau tout simplement. Et Hmm. quand on y pense, en fait, cette incentive, elle est, enfin, évidemment, il faut gagner sa vie, donc c'est pour ça qu'ils prennent un markup au-dessus du prix du message. Mais cette incentive, elle drive personne en fait à régler ce problème. Et donc ce problème, quand moi j'ai commencé à Zenly, c'était un petit problème, mais ça ne représentait pas une énorme portion de trafic. Et un week-end, on a burné l'équivalent d'un quarter de budget sur ce genre de fraude, en fait. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, on est allé voir nos partenaires. C'est notre partenaire en l'occurrence, bon, c'était un logo rouge dans l'industrie, mais je n'irai pas dans le détail. Et on leur a dit bon bah il y a une erreur, tous ces messages ont été envoyés. C'est pas nous qui avons fait les requêtes, c'est comme si c'était des utilisateurs finaux. Remboursez-nous. C'est en Ça trois nous a lettres et ils sont en train de se faire acheter, je crois, non?
Non, non, c'est pas ceux-là. Ah, c'est Ils pas sont cela. déjà IPO, ils sont très gros maintenant. Ok, 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 ça marche. Euh, et, euh, et donc, du coup, en fait, ils nous ont juste dit, bah, nous, on a payé en fait les opérateurs, donc on va pas vous rembourser. Et c'est là que j'ai compris que l'incentive, enfin, en construisant cette boîte, surtout un peu plus tard, c'était que ils avaient même aucun intérêt de nous rembourser, étant donné la marge qui se faisait au-dessus du prix du message. Donc, si on avait dépensé un quarter d'équivalent de trafic, en fait, il n'y avait pas d'intérêt pour le sales à l'intérieur, pour le support, pour personne, en fait, dans la boîte, de nous rembourser. Et donc, on a pensé que c'était super important de faire un shift d'incentive, donc d'arrêter de faire de la marge sur le prix du SMS pour pouvoir, en fait, un, filtrer beaucoup mieux la fraude, et deux, améliorer le routing au plus possible. Bon, là, du Et coup, même tu as le l'idée de rapport qualité. Prélude, on est fin 2022 et tu vas lancer ça, donc début ouais, 23 avec ton associé. Pour résoudre ce problème de départ, tu pars de, je l'ai bien compris, du numéro de téléphone. Tu définirais comment Prélude, là, aujourd'hui? On est 2 3 ans après la création. C'est quoi? C'est une cybertech? C'est un SaaS? C'est un software? C'est quoi? Ouais, bah, nous on se définit comme une plateforme d'onboarding and trust. Donc du coup, évidemment, la vérification du numéro de téléphone, ça fait partie de l'onboarding de certaines apps. Hmm. Euh, euh, donc du coup, on a dû investir beaucoup pour faire une plateforme de prévention de fraude. Et donc, étant donné que c'est une des fraudes qui est les plus rémunératrices les plus rapidement, quand on compare à tous les autres types de fraudes qu'on peut faire sur Internet, le fait de pouvoir recevoir des revenus à chaque fois qu'un SMS est reçu et de pouvoir targeter n'importe quelle entreprise dans le monde qui en envoie, c'est un revenu driver qui est énorme. Là, on estime, nous, avec le trafic qu'on voit, que un quart des messages qui sont envoyés, en fait, c'est de la fraude. C'est envoyé vers des numéros qui sont pas en fait des véritables utilisateurs derrière. Euh, et donc, du coup, en fait, étant donné que c'est tellement rémunérateur, ils ont beaucoup de moyens, de vecteurs d'attaque. En fait, c'est pas quelqu'un dans sa chambre qui va faire une attaque. En général, c'est des entreprises, des institutions derrière qui potentiellement même des fois injectent beaucoup d'argent pour en fait, défier les techniques les plus avancées. Et donc, quand on a pu en fait, construire des stratégies de fingerprinting, device fingerprinting, network fingerprinting, des algorithmes de ML qui constamment remettent en question pour ne pas avoir de faux positifs, etc., on s'est retrouvé dans une situation où on bloquait le SMS pumping fraud, mais on bloquait plein d'autres en fait, acteurs qu'on ne veut pas avoir sur nos plateformes. Donc on a commencé à bloquer, ça c'était le premier exemple qui était au-delà du SMS pumping fraud, on a commencé à bloquer sur des dating apps des, du catfish, donc essentiellement des gens qui se font passer pour en général les jolies filles pour essayer d'emmener les gens en dehors de l'app et ensuite leur rançonner de l'argent. On a commencé à aussi aider des plateformes de ticketing euh, qui ont toujours des problèmes de scalper. Donc les concerts énormément demandés euh, vont se retrouver dans une situation dans laquelle tu vas avoir des gens qui vont avoir des bots, des scripts pour récupérer des tickets et les revendre beaucoup plus cher sur eBay. Euh, et là maintenant, on aide un des plus gros réseaux sociaux du monde à enlever les bots de sa plateforme. Et ça, d'abord, c'était un side effect. Et maintenant, on a décidé de le réintégrer comme un vrai produit standalone. On n'a pas besoin de faire de vérification de numéro de téléphone pour vouloir enlever les bots de sa plateforme, de son réseau social, quelle que soit l'app B2C en fait. Et ça, c'est en fait la partie Watch qu'on a fait. On a la partie Verify qui est la vérification de numéro de téléphone et la partie Session Management qui, une fois que l'utilisateur est authentifié, quel que soit le moyen, hein, que ce soit Google, Apple, email ou phone number, on s'assure en fait que euh, il est bien qui il prétend être et personne ne peut lui voler son compte. Et ce qui est super en fait dans ce business, c'est que chaque amélioration qu'on a fait sur un des composants de la stack améliore tout le reste de la stack, même si elle peut être vendue indépendamment. Et donc on a eu des clients qui ont vendu, qui ont acheté de plus en plus par étagère notre plateforme. Et maintenant on s'est dit le 20 mai que c'était le bon moment en fait pour faire l'annonce et voilà, montrer qu'on sait faire beaucoup plus que juste de la vérification de numéro de téléphone, puisqu'on fait déjà en prod à grande échelle chez des acteurs mondiaux. Service as a software, hein. Tu dis que tu fais ça, toi, aujourd'hui. Bah, service as a software, c'est marrant comme concept, puisque là, on rentre vraiment dans les AI, les LLM, et qu'est-ce que ça change en fait dans la construction de logiciels. Euh,
pendant longtemps, en fait, la barrière à l'entrée pour construire des bons logiciels, c'est d'avoir des ingénieurs excellents qui travaillent sur des Mm. sujets. Et maintenant, avec les AI, on voit que juste fournir un software, c'est pas suffisant. Il faut fournir une infrastructure. Donc nous, en l'occurrence, bah, c'est toute l'interconnexion telco, mais aussi le service, en fait. C'est ok, aller plus loin que juste me mettre à disposition une solution, mais m'apporter un ROI, en fait. Donc, quand il s'agit de la lutte contre la fraude, quand il s'agit de pouvoir vérifier les utilisateurs, s'assurer que c'est des utilisateurs réels, en fait, et puis aussi protéger les utilisateurs une fois qu'ils sont dans l'app. Nous, c'est l'angle qu'on prend, en fait. Mais effectivement, la première fois où j'ai vraiment réfléchi à ça, c'était un voyage à San Francisco. Euh, et j'avais vraiment été impressionné, en fait, par à quel point l'AI était en avance enfin, ce que je voyais, des interactions que j'avais avec les gens là-bas par rapport à ce que je voyais depuis Paris. Et je me rappelle une nuit où, bah, déjà avec le jet lag, c'est compliqué de dormir, mais du coup, avec tout ça, je me suis dit, et quelle est la place de Prélude dans un monde dans lequel la création de software va pouvoir être automatisée et être mise à grande échelle. Et c'est là que ce shift, pour nous, a été super important, quoi. Ah, tu remets le service en tête de gondole. Ça veut dire quoi, du coup, que aussi tu co-construis avec eux, qu'au quotidien, comme j'imagine les demandes, les problèmes sont différents, sont parfois sur mesure, tu es obligé d'être là. C'est pas un truc top-down, genre débrouillez-vous, maintenant ça tourne, ça marche tout seul, quoi. Ouais, complètement. Bah, du coup, ça dépend des différents clients. Donc, on a des clients qui sont tech native. Donc, le niveau de service, en fait, c'est juste être là sur Slack et répondre immédiatement quand il y a une demande. Donc, rien que ça, en fait, ça met le niveau du support bien au-dessus que ce qu'on avait eu l'habitude avec le SaaS traditionnel. Et pour ça, on ne facture pas de support fee ou quoi. C'est-à-dire que s'il y a un problème dans la plateforme, on doit être au courant. Mm. Aujourd'hui, nous, la façon dont notre support est constitué, c'est que on a d'un côté bah, des sales qui vont s'assurer que le compte se passe bien, aller chercher des opportunités, construire des business cases avec des clients, mais qui sont du consultative selling, du support qui va être super technique. On n'a pas trop de support aujourd'hui qui n'ont pas de connaissances intrinsèques du produit et qui ne sont pas capables de tracer la route cause des problèmes si on a et de proposer des solutions. Et en fait, si ces deux layers ne répondent pas, on va directement au service team, donc les équipes d'engineering qu'on met en face de nos clients. Et donc ça prend aussi un différent type de profil d'ingénieur pour avoir des ingénieurs qui sont en capacité d'aller parler aux clients, leur proposer des solutions et leur proposer d'évoluer le produit rapidement pour répondre à des nouvelles attentes. Euh, et nous, enfin, c'est ce type de profil-là qu'on recherche puisque on pense, dû à mon background et comment on a construit l'entreprise jusqu'à présent, on pense que la construction en fait de produits bottom-up d'ingénieurs, euh, d'ingénieurs à ingénieurs en fait, qui sont nos clients avec qui on interagit et nos propres équipes pour construire des solutions, c'est super important. Et ça cut beaucoup de layers en fait. Et comme nous, au final, on a un produit pour développeurs, ça nous a paru super important. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a fait le shift. Je pense pas qu'il est complètement terminé de notre côté, mais c'est ça qu'on a adopté en tout cas jusqu'à présent. Donc, tu as tes modèles, c'est du machine learning, c'est de l'IA maintenant, voilà, c'est tes algos. Ça, c'est chez toi, on va dire un peu ta boîte noire, mais voilà, ta manière de fonctionner. Mais chez moi, l'utilisateur final, même si je suis pas ton client, toi, tes clients, d'ailleurs, tu vas nous les citer, j'espère, enfin, en citer quelques-uns. Tu vas regarder quoi, ouais, chez moi, encore une fois, utilisateur final. Au-delà du numéro de téléphone, ça on a bien compris, mais ça va être, je sais, moi, ma SIM, mon réseau, je suis chez Orange, je suis chez Bouygues, Free, mon comportement, tu vois, ouais, le device, enfin, qu'est-ce que tu regardes? Comment ça marche, quoi? D'un mot, on n'est pas dans un podcast Oui, bah, deep tech, mais on va collecter beaucoup d'informations en fait sur. Essentiellement, ce qu'on essaie de savoir, c'est est-ce qu'à un instant T, on est en face d'un humain ou une automatisation. Donc pour ça, en fait, on va aller collecter énormément d'informations. Donc par exemple, bah, quel device tu utilises, c'est quoi l'ID de ce device. On va faire différents tests sur le CPU et le GPU pour faire des espèces de fingerprints, et savoir ça, est-ce en qu'on est sur un 2026, ça n'a rien émulateur à ou voir avec ce pas. qu'on fait depuis 20 ans, t'es d'accord? Genre les CAPTCHA qu'on faisait tous depuis toujours et qui sont vraiment saoulants là aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Oui, bah complètement. Enfin, nous, on pense que enfin, rajouter de la friction à l'onboarding, déjà, c'est mauvais parce que quand on met un CAPTCHA alors que c'est un vrai utilisateur qui a potentiellement cliqué sur une publicité pour arriver là, on pense que c'est une expérience pourrie. Et puis moi, honnêtement, si demain je clique sur une publicité pour installer un logiciel et qu'on me mette un CAPTCHA devant,
enfin, jamais je retourne sur la page, quoi. En fait, et au-delà de ça, du fait qu'il y a une friction qui est rajoutée pour l'utilisateur, maintenant, les LLM, enfin, n'importe qui là peut prendre un screenshot d'un captcha, le mettre sur Claude ou ChatGPT et le résoudre en fait. Ils sont largement au niveau en fait de repérer où est-ce qu'est l'éléphant sur la photo. Alors je comprends tous ceux qui disent que ça rajoute de la friction, mais maintenant on parle de même pas quelques centimes, quoi. C'est quasiment gratuit en fait de faire ce genre de. Et donc du coup, on a Mais l'impression qu'on a. c'est nous qui avons entraîné la machine pendant des années, là. Ouais, complètement. Et Google peut nous on a remercier, hein. l'impression en fait que Ouais. rajouter cette friction, ça va pouvoir nous permettre d'empêcher les bots. Et quand les bots arrivent quand même à passer malgré ça, et ben on a la certitude à tort que dans notre réseau social ou quelle que soit l'app qu'on construit, on a des vrais utilisateurs alors qu'il y en a une partie qui Donc sont faux. toi, c'est pas ça. C'est pas ça, on a compris. Nous, on collecte les informations complètement de manière silencieuse. Euh, donc on a reverse engineer des protocoles qui permettent à Internet de fonctionner. On fait beaucoup de fingerprint. Je dis pas qu'on est parfait. Il peut y arriver qu'il y ait un petit pattern de fraude qui passe, mais en fait, étant donné qu'on a des, des feedback loops avec nos différents clients, c'est-à-dire que ils nous redonnent les informations si de la fraude a été commise sur la plateforme, ce qui nous permet de réentraîner le modèle et de s'adapter. Parce qu'en fait, ils vont toujours trouver des nouveaux moyens d'entrée. Ce qu'il faut, c'est être le plus réactif possible, en fait. Fingerprint, Et c'est-à-dire que tu suis mon parcours dans l'app ou dans le site et du coup, ça prouve que ça continue à être moi, quoi. Ça peut pas être un bot qui débarque comme ça, quoi. donc, il y a un peu de ça, en fait. Et puis, c'est aussi savoir, à un instant T, sur la télémétrie du réseau qui est utilisé, est-ce que l'utilisateur qui dit qu'il est en France, il est bien en France, en fait. Et ça paraît être Ouais. une question simple à résoudre, mais c'est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît dans le monde dans lequel on vit. Au-delà de ça aussi, c'est maintenant l'utilisateur il est dans ma plateforme, j'ai validé que c'était pas un bot avec les informations que j'avais à un instant T. Si demain il se met à faire une action que je veux pas sur ma plateforme, je vais avoir potentiellement des processus internes qui vont me permettre de flaguer je sais pas moi, par exemple, dans les apps de e-commerce, ça va être qu'il y a un paiement qui a été prélevé sur une carte qui a été volée ou ce genre de choses. Et ben, ces informations-là, ils vont nous les renvoyer. Et nous, on va réadapter en fait le modèle spécifiquement pour le use case du client, pour lutter contre ce type de fraude, en fait. Ok, attends. Alors, mais à l'ère de l'IA agentique là, qui démarre seulement depuis un an ou deux, de Cowork qui est très utilisé par une toute petite partie des boîtes, mais beaucoup de ceux qui nous écoutent, comment tu vas, enfin beaucoup de transactions, tu me vois venir, vont être automatisées, agent IA, robot, ce que tu veux. Comment tu vas distinguer non pas le vrai du faux, la fraude du truc normal, mais le légitime du frauduleux. Ouais. Bah, les méthodes traditionnelles, elles s'appuient en fait sur un captcha. Elles vont essayer de voir la réputation de l'adresse email ou du numéro de téléphone qui est associé à un utilisateur. Et puis ensuite, il va y avoir tous ces processus je vais scanner mon visage pour faire et ma carte d'identité en fait. Nous, on pense que tout ça c'est un peu broken et que le seul moyen en fait de réduire la fraude, c'est de réduire l'amplitude d'attaque en fait. Essentiellement, on va être en capacité de réduire en fait la rentabilité d'une attaque. Et donc, si la rentabilité est suffisamment faible, parce que avec les feedback loops qu'on a avec nos clients, on arrive à construire un modèle qui est suffisamment puissant pour répondre au type de fraude qu'ils ont, euh, et avec en fait toutes les fingerprints qu'on collecte durant tout le passage client, on finit par voir des patterns qui se répètent. Bah, pour que ce soit économiquement en fait profitable, il faut que la fraude arrive en général des milliers et des milliers de fois en fait, parce que sinon l'attaqueur il n'a pas de ROI là-dessus. Et donc du coup, à partir du moment où on arrive à casser leur business model, il n'y a plus aucun intérêt d'attaquer un site. Et donc soit ils vont attaquer un autre site, soit ils font autre chose, c'est de trouver d'autres moyens d'entrée. Mais dans l'ère de l'agentique, ouais, c'est vraiment arrêter d'essayer de mettre des challenges que les humains peuvent résoudre. Parce que quand il s'agit de vidéos, de photos, de textes, de reconnaissance d'images, toutes ces choses-là, ça fonctionne plus, quoi. Bon, tu as déjà répondu, hein. Est-ce que les attaques vont devenir, enfin, vont s'accélérer? Je pense que oui, la réponse est dans la question. Est-ce que tu fais pas un peu le boulot des telcos? La réponse, tu l'as déjà donnée parce que bah, enfin, ils sont pas alignés avec vous, avec les clients, avec tes clients, et du coup, plus il y a de revenus et plus ça les intéresse. On en vient du coup à
à cette série A. Donc, le 20 mai, tu annonces lever 20 millions. Joli, joli coup de calendrier là. 20 millions, c'est une C'est vrai. très belle somme. Série A. J'y avais jamais euh, pensé comme ça, mais effectivement, on c'est l'annonce le peut-être 20 un mai. coup du hasard, ouais. Attends, 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 j'ai mieux que ça, ouais. 20 millions, 20 mai avec 20 VC. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Bon, comment tu gères ça? Ça s'est passé en combien de temps? T'as levé, raconte-nous là. Euh, en fait, nous, on a levé de fonds la première fois, mais plus jamais depuis. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours. C'était un peu le destin, et je pense que c'est ce que les bons VC font. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans la vie d'un entrepreneur d'une manière ou d'une autre. Ils font leur boulot. Donc, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, pour 20 VC, on s'était rencontrés à quelques événements, on s'était croisés. Un jour, ils m'ont proposé de venir au bureau. Alors du coup, il y avait même Harry Stebbings qui était venu pour l'occasion. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il se déplace? J'avais été en relation avec Paul ou l'équipe des Frenchies jusqu'à présent, et j'avais pas encore rencontré Harry. Et ils sont arrivés, et après une conversation de 2 heures, ils ont posé quasiment une term sheet sur la table en fait. Et ça, c'était ce qui m'a vraiment en fait impressionné dans leur méthode, c'est que ils avaient réussi à parler à la moitié de mes clients, et j'avais déjà des centaines de clients à ce moment-là, pour avoir leur feedback sur le produit, d'une façon ou d'une autre en fait. Donc c'était Avant un même de peu, te voir. avant même de me voir, ils avaient fait Donc en ils fait font tout le l'inverse des case. autres. Les autres, ils commencent par un call avec toi. Ok, tu fais un round, je regarde, etc. Eux, en fait, ils t'ont déjà un peu dans le viseur. Ils savent que tu es en train de lever, tu fais tourner des popotes ou que ton deck, j'en sais rien, un petit teaser circule. Ils font leur due deal de leur côté, sans rien te demander. Et ils finissent par toi en mode, on va aller voir ce qu'il a sous le capot, quoi. Ouais, exactement. Et Ok. donc en fait, il y avait eu quelques questions. Après, évidemment, quand on a signé la term sheet, il y a quand même eu la due diligence financière pour s'assurer que ce que je Normal. disais était vrai. Mm. Mais je Mm. m'attendais pas du tout à une telle vélocité, en fait. Je m'attendais à un process un peu formel. Et ça avait été vraiment impressionnant. C'était un coup de maître qu'ils ont fait, quoi. Paul et Bon, Harry, Aristides Bix, pour ceux qui ne le j'étais connaissent impressionné. pas, oui, voilà, animateur à la base de podcasts incroyables qui, en quelques années, je sais pas, ça va se faire en 5 ans, 5 à 10 ans grand max. Au début, commence ces podcasts fans de start-up, d'entrepreneuriat et de fonds de venture capital dans la cuisine de sa maman, j'en sais rien, en Angleterre, je sais plus où c'est, près de Londres, ou voilà. Et aujourd'hui, a levé sur son nom quasiment. Je sais pas, 5 ou 700 millions d'euros. C'est incroyable, en 4-5 fois peut-être. Et a attiré pas mal de Français talentueux qui viennent de Raseo, de Félix Capital et d'autres. Et ils sont une belle équipe maintenant, une sur le média et une sur le VC, quoi. Ouais, complètement. Il y a aussi des Et il est anciens comment alors? Lui, il est opérateurs comment? euh, vraiment impressionnants. C'est très très on point. Euh, et il a, il se démultiplie énormément. C'est-à-dire qu'en fait, ce podcast lui a permis de rencontrer tous les décideurs du monde. Et dans son carnet d'adresses, nous, on avait eu des problèmes pour, je sais pas, par exemple, pour trouver des nouveaux prospects, des très grosses entreprises. En un coup de fil, on avait un rendez-vous. Il y avait aussi des partenariats qui nous avaient causé problème. On a été mis en contact avec les head-off super vite. Euh, et puis la capacité de travail aussi. C'est-à-dire que je pense que c'est le seul VC à qui j'envoie un message à 22 heures, il me répond en 5 minutes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que tu vas et qu'est-ce qui va te permettre d'accélérer avec ces 20 millions? C'est quoi? C'est le produit évidemment, c'est les recrutements, les people. Quoique avec l'IA, on dit que vous faites des boîtes maintenant, vous n'avez plus besoin de grand monde. C'est le go-to-market, l'international. Enfin, dis-moi là. Ou un peu tout ça. Oui, bah là, nous déjà, on a plus de 60% de nos top 10 clients qui sont déjà aux États-Unis. Donc déjà, c'est le premier focus, c'est comment aller plus loin, plus vite là-bas. Construire une équipe go-to-market. Aussi, quelqu'un un peu, on cherche quelqu'un très, très product là-bas pour essayer de rester au fait de ce qui se passe sur les AI, les MCP, etc. Donc on est encore en train de chercher quelqu'un qui pourrait vraiment nous accompagner au niveau produit sur cette partie-là, en plus d'une équipe go-to-market et support évidemment pour être plus proche de nos clients. Après, on grossit MCP, l'équipe. Management Customer Platform, non, c'est pas ça? Non, MCP, c'est le MCP. protocole qui permet en fait Ah, aux AI ok. de parler avec les différentes apps. Et pour nous, c'est Eh super oui, ok, important ok. Bien parce que sûr. dans l'ère de l'identité
va être de moins en moins des interactions humaines, mais de plus en plus des interactions AI. Avoir quelqu'un là-bas qui construit le protocole avec les décideurs, c'est super important, quoi. Euh, et grossir l'équipe go-to-market et évidemment grossir l'équipe R&D. Donc en fait, effectivement, on peut faire beaucoup plus avec beaucoup moins de monde. Et maintenant, c'est de trouver les bonnes personnes qui se décuplent en fait. Parce que effectivement, nous, et spécifiquement depuis décembre, on a eu une réalisation que la façon dont les produits étaient construits, c'était plus du tout la même en fait qu'il y a quelques années, quoi. Maintenant, un ingénieur qui est bien câblé, qui a une compréhension de business autant qu'une compréhension technique très très détaillée, il peut faire des merveilles. Tu nous partages quelques métriques là, vous faites, je sais pas, nombre de clients, croissance, ARR, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais, nous on a des centaines de clients maintenant, donc enfin, on en a des milliers quand on pense aux clients Demon et on en a des centaines quand on pense aux clients high touch qu'on gère avec nos équipes support, etc. Euh, on a eu 590% de croissance entre 2024 et 2025. Euh, oui, ben, on gère évidemment des centaines de millions d'authentifications sur différentes apps, notamment des leaders mondiaux que j'aimerais citer rapidement, mais c'est pas toujours facile d'avoir les autorisations, surtout quand il s'agit de cyber. Mais voilà, du coup, on a une équipe en fait qui est je pense que, allez, 60-70% de nos équipes ne parlent pas français nativement, donc on a des équipes de personnes qui viennent de partout dans le monde. Ok. Voilà, ça fait partie de la Tu peux me citer pluralité. qui alors en client là? Tu m'as pas dit. Bah, nous, on a des clients français, notamment Biril, Alma, des clients européens, notamment Payfit, je vois. ouais, Je suis sur Payfit, ton site là. Sunday, Alan aussi, très bien. Sunday. On a aussi bah, Dot, les vélos et les Ouais, trottinettes bleues qui se baladent un peu partout en ouais, ouais, Europe. ouais. Euh, Après, on a aussi des fintech. Donc, on a Bitstack, qui est un de nos clients historiques. La crypto, ouais. Ok. Des blocs aussi. Voilà, en fait, c'est marrant parce que Getaround, dans le transportation encore. Donc, ouais, on a vraiment des clients sur tous les différentes verticales produits, en fait. C'est beau. Bon, les US, tu y vas souvent. C'est vraiment dingue. Alors, l'IA là-bas, Ouais, c'est bah, deux booming. fois par quarter, j'y vais. À chaque fois, c'est super, super énergisant. C'est-à-dire que on y va, on apprend énormément de choses, et puis on voit tout pousser à l'extrême, quoi. C'est-à-dire, il y a une boîte, un fondateur que j'ai rencontré qui avait fait tout seul bah, ce qu'il a fait, avec nous à 48 personnes, il a atteint une levée de fonds de 20 millions en construisant une boîte solo de A à Z, et c'est son mandat, en fait, de construire ça et de scaler son business, en fait, qui est l'équivalent d'un Lovable, avec une seule personne aux commandes, quoi. Et ça, Vibe c'est... coding, hein, effectivement. Voilà, c'est ça, ouais, ouais. Ok. Bon. Et pour autant, tu fais ta boîte à Paris. Donc, tu aurais pu le faire là-bas et tu l'as fait ici. Oui, oui, bah, et je pense il faut s'adapter. Donc nous, on est de plus en plus proche des États-Unis, évidemment. On va embaucher des équipes là-bas, mais pour l'instant, ouais, enfin, le rêve, ça a toujours été de construire une big tech européenne, et on a vraiment envie de poursuivre ça jusqu'au bout, quoi. T'es d'accord avec Arthur Mensch, le Mistral, là, qui a dit récemment au Sénat, je crois, on s'est enfermé dans ce récit, tu sais, qu'on était pas bon, en retard, etc. Et on a fini par y croire nous-mêmes, quoi. Et donc, faut qu'on sorte de ça aussi, quoi. Ouais, complètement. Et tout ce qu'ils proposent, là, les 20 mesures qu'ils proposent pour changer l'Europe, la façon dont on voit les choses, aussi l'entreprise européenne, plutôt que d'avoir une entreprise dans chacun des pays, ça Mm. faciliterait beaucoup parce que, en fait, on dit, ah, les US, c'est difficile à aller chercher, mais les US, c'est un marché. C'est un marché qui a, enfin, je pense, la concentration d'achat software la plus importante du monde. Alors qu'en Europe, chaque marché, c'est très différent. Donc, c'est-à-dire que si tu vas en Espagne, il faut des proof points espagnols pour pouvoir convaincre des nouvelles boîtes. En Angleterre, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. Et même si l'Europe a facilité beaucoup de choses, il y a des régulations qui nous obligent en fait à faire les choses de manière un peu différente. Il y a encore du Donc, taf, ouais, c'est clair. c'est pas évident, mais j'y crois beaucoup. Allez, question en rafale, réponse courte, s'il te plaît, parce qu'on termine. Meilleur souvenir depuis, bah, quoi, 3 ans maintenant, à peine. Enfin, oui, 3 ans et demi, chez Prélude. Tu dirais que c'est quoi? Ouais, bah, je pense que c'est quand on a onboardé notre premier client. En fait, c'est le rêve qui devenait réalité, quoi, parce que ça avait été pendant des mois juste une API qu'on codait
chez nous, quoi, en télétravail, parce qu'on n'avait pas d'argent à ce moment-là. Et puis un jour, c'est devenu un business, en fait. Donc, ouais, le premier onboarding client, ouais, je dirais. Le pire? La première levée de fonds, je pense. Ça a vraiment été dur de trouver des VC pour nous accompagner au début, parce que en fait, on n'avait pas de credential réellement. Quand on parlait de notre problème, pour beaucoup, c'était des problèmes qui étaient solutionnés. En France, on me disait aussi que voilà, j'étais un ingénieur logiciel et que les entreprises devaient être créées par des anciens d'HEC, etc., quoi. Donc j'ai entendu beaucoup de choses un peu, enfin, Pré-amorçage, tu levais combien à l'époque? 500 000, 1 million? 1 million, 2, on a Ouais. commencé par ça. Puis Ouais. au final, on a trouvé des personnes qui nous ont accompagnés, qui ont eu Ah, confiance en voilà. nous Pour au ceux tout qui début, quoi. galèrent, regardez, 2-3 ans après, tu fais une belle série A à plus de 20 millions. Anecdote que tu n'as jamais racontée, que tu confies à Tech 45 aujourd'hui? Euh, je dirais que peut-être le meeting avec le fondateur de Viril, c'est-à-dire que le fondateur de Viril, quand on voit sur son LinkedIn, on ne voit pas son visage, il est caché, il préfère l'avoir comme ça. Et je me rappelle, il m'avait donné rendez-vous à son bureau, je crois à 9h. Alors moi j'arrive 45 minutes avant parce que c'était trop important pour me louper. Et c'était le stagiaire qui m'avait ouvert, je me rappelle, il était tout seul dans le bureau, c'était le premier arrivé. Et après, à toutes les personnes qui sont arrivées un peu plus tard, je me levais pour leur dire bonjour. Donc j'ai dû dire bonjour à une quinzaine de personnes qui n'avaient aucune idée de qui j'étais, parce que j'avais aucune idée de la personne avec qui j'allais parler. Et oui, ouais, je peux te dire que ce meeting, il a changé ma vie, c'est sûr. Une personne qui doit passer après toi, Mathias. Bah, je dirais un fondateur ou plutôt n'importe qui, ça peut être. Ah, si, oui, plutôt fondateur, fondatrice, bien sûr. Ouais. Bah, celui qui est à l'étape d'après moi, je dirais, c'est Benjamin Netter, qui lui maintenant, il est à l'étape d'après, il a construit Riot. Je sais pas si tu as entendu parler, Sébastien, Si, ouais, si, bien sûr. qui, en- en- c'est difficile de, ouais, de faire mieux dans ce qui se Top ce fait. qu'il a fait, ouais, bien sûr. Ouais. Génial, merci à toi, Mathias. Bah écoute, voilà, bon vent, hein, ça commence bien visiblement, mais il y a encore un peu de boulot, Bah, merci beaucoup de visiblement. m'avoir invité, Sébastien. Je t'en prie. Et puis peut-être que toi aussi, comme 20VC, tu feras ton propre fonds dans quelques années. Alors tu penseras à nous à Écoute, ce moment-là. t'inquiète. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci, salut.